Et alors en fait, on a un petit peu décidé de mettre le trou maculaire à l'honneur, et avec une question qui, peut-être un peu curieusement, n'est pas très présente en France, et pourtant à l'étranger, le problème semble un petit peu différent. Alors, je vais vous présenter en fait une étude, malheureusement c'est Natalia qui devait la présenter, elle est portugaise, elle travaille donc à Porto et avec un service très important, où ils ont une grande expérience, et on a couplé nos expériences pour voir un petit peu ce qu'il en était, et le hasard a fait que on pense avoir retrouvé des choses quand même intéressantes. Donc c'est une étude dont le but était de discuter le postulat d'un lambeau de limitante interne systématique, quelle que soit la taille du trou maculaire. Alors, le matériel méthode, je ne vais pas vous bomber avec ça. Disons qu'on a fait un peu l'âge large de limitante interne, comme une chirurgie classique, mais après, à la fin, on faisait un lambeau avec une charnière. Et là, pour le coup, de localisation selon le pelage. On ne se mettait pas l'idée de mettre le lambeau d'une place à une autre, on s'en fichait. Si le lambeau était trop grand, on le sculptait au vitréotome. C'est sûr que c'est plus facile avec une pompe à contrôle de flux. On faisait un échange fluidaire, un tamponnement. À noter qu'on n'utilisait pas ni elle ni moi d'autres produits. On faisait l'échange, on ne mettait pas de visqueux ou quoi que ce soit. Le positionnement était variable, en gros 3 à 5 jours, et le suivi était long, comme vous le verrez. On avait donc 80 patients inclus. Il faut savoir qu'on est encore en cours de cette étude. On va dépasser les 100 facilement. Je crois qu'on sera à peu près à 150. Pour ma part, c'était 22 patients depuis 2018, avec un suivi qui était supérieur à 6 mois, une taille de trou maculaire, peu importe, je vous montrerai. Aucun trou maculaire datant de plus de 4 mois, c'est important, parce que Natalia, au Portugal, ils reçoivent leurs patients beaucoup plus tard, et les trous maculaires étaient plus anciens, en règle supérieure à 6 mois, et vous verrez que ça a une importance. La répartition des trous était assez globalement respectée sur les deux séries. Je vais vous montrer les choses importantes, parce que sinon c'est trop long, mais disons que la notion importante, c'est qu'au départ, suivant la description des promoteurs de la technique polonais, la première année, en fait, on savait pas, les premières années, on commençait à 2008-2009, et le lambeau était mis dans le trou. Puis au fil du temps, en fait, il a été rabattu simplement juste au-dessus du trou maculaire. C'est des détails techniques, mais on en parlera dans la discussion. Suivant ces principes et les discussions qu'on a eues de nombreuses années, moi j'avais hésité beaucoup à faire les flaps, et puis finalement en discutant, je me suis dit je vais essayer d'éviter de mettre le lambeau dans le trou. J'aimais pas trop cet aspect technique, et j'ai fait de sorte à ne pas avoir une immersion complète dans le trou, surtout du lambeau. Sauf un patient, et c'est ce hasard-là qui nous a conduit à ce qu'on a trouvé après, c'est que malheureusement j'ai eu un lambeau trop petit, et j'ai eu un aspect de bouchon simple et une atrophie secondaire sur les OCT avec une récupération limitée. Et en fait, on a retrouvé sur toutes les patients un aspect atrophique retrouvé pour les patients portugais à récupération limitée, avec un aspect très typique à l'ECT de comblement bouchon. Si le lambeau était très grand, en fait, c'était pas gênant. Les patients avaient un ressenti subjectif d'un reflet central, mais ça cessait avec le temps, et comme l'aspect à l'OCT aussi. Pour ces gens avec un lambeau très grand, la récupération était bonne, mais on n'avait pas 10/10, en tout cas sur nos patients. Alors un exemple ici d'un fort myope, donc le patient avec le lambeau recoupé trop petit, donc un stade 4, on avait un aspect comme ça qui était fermé, mais finalement au 4e mois, ça s'est retrouvé, une atrophie, une vision paracentrale qui n'était pas très bonne. Un exemple portugais similaire, donc pareil à peu près, le trou maculaire fermé, et puis vous voyez en fait une atrophie qui va se compléter avec le temps. Le post-opératoire est très long, on a des reculs à plus de 10 ans. Ici, un aspect de comblement bouchon justement en post-opératoire immédiat, vous le voyez ici, avec une récupération limitée, mais sans atrophie patente finale. Alors ça c'est des cas intermédiaires, on ne sait pas trop encore, mais voilà. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que l'atrophie secondaire, avec une récupération limitée, est souvent, pas toujours, précédée d'un comblement bouchon du trou maculaire par la limitante interne qui est visible à l'ECT au départ. Un exemple ici, sans aspect de comblement bouchon, et ça c'est un cas on ne sait pas trop, avec finalement un aspect
peut-être difficile à estimer, peut-être que c'est parce que c'était les précédentes OCT et qu'on ne le voyait pas bien, mais en tout cas on a eu à 5 ans une atrophie et finalement qui s'est constituée secondairement, puisqu'au départ c'était pas mal. Et puis une petite lamelle de décollement sur le rétina, mais je vais vous montrer d'autres cas pour ça. Mais enfin retenez l'atrophie qui s'est faite secondairement. Ici, le patient français avec un lambeau très grand, donc perception subjective d'un reflet, c'était un petit trou, avec un aspect un peu bizarroïde comme ça, et une petite lamelle de décollement rétinien, ça on s'en fout, et avec des plis qui vont s'estomper avec le temps. J'ai parmi les clichés les derniers, mais on ne les voit plus. Et une récupération à 7/10 P3. Donc pour la série, en fait, voilà, les résultats sont bons, surtout ce qu'il faut retenir, la fermeture à 100% en une opération. Pour les Portugais, la fermeture s'est faite également en une procédure en règle, sauf un cas un peu particulier. L'amélioration fonctionnelle était quand même bonne, et finalement, pour ceux qui n'ont pas une récupération super, c'était des trous maculaires anciens, des grands, des formes myopes, enfin bref, mais ça correspondait quand même à une amélioration par rapport à l'acuité visuelle initiale. Pour le tamponnement, on en parlera après. Moi maintenant, je n'utilise plus que de l'air. L'acuité visuelle a remonté de manière progressive, et ça c'est une notion importante, en 6 mois, surtout si on avait des petites lamelles de décollement céro-rétinien en post-opératoire immédiat. Et c'est notamment marqué pour les petits trous maculaires. Je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas on l'a vu. Pour les autres, en fait, l'aspect fin de limitante interne au-dessus de l'OCT, vous allez le voir, ça n'a pas de répercussion finale. Et ça s'estompe avec le temps. Les complications, moi j'ai eu 2 DR, mais qui finalement n'ont pas donné de problème. Et Natalia n'a pas eu de décollement, elle a eu des déchirures canariques. Puis on a eu des cataractes, bien sûr. Voilà ici en fait un aspect de décollement céro-rétinien post-opératoire. Donc vous voyez en fait la petite lamelle qui va s'estomper, et puis finalement, bon là j'ai pas remis, mais ça a duré 6 mois, et puis finalement après 7/10 P2. Un aspect classique quand vous faites des flaps, c'est des petits aspects comme ceci, qui vont s'estomper avec le temps. J'ai mis plusieurs cas, peu importe, mais retenez ces images, je vous enverrai si vous faites les flaps. La discussion, ben, en fait, c'est ça. Il faut savoir que l'utilisation du lambeau dans le monde entier, ça a vraiment changé radicalement le taux de réussite post-opératoire, très proche de 100%, mais pour toutes les séries, fort myope compris, quelle que soit la taille, l'ancienneté du trou maculaire ou l'opérateur. Là où sans lambeau, en fait, les résultats sont bons, mais retenez, et moi je suis sûr de ça, tous les opérateurs, même pour des petits trous, parfois ils n'ont pas fermé, on ne sait pas pourquoi, mais on ne peut pas le prévoir, on ne sait pas quels sont les patients qui vont avoir ce truc quand même emmerdant. La réintervention, vous la connaissez, les techniques, j'en parle pas, mais enfin c'est pas forcément super facile, même si avec l'expérience on le gère, mais on ne ferme pas tous les trous, alors que là on est à 100%. Le seul argument valable finalement pour ne pas faire systématiquement un lambeau, sachant qu'on peut avoir 100%, ce serait, surtout pour des petits, serait de penser à un moins bon résultat fonctionnel possible au final. Nous, selon notre expérience, on pense que le lambeau ralentit la rapidité de récupération post-opératoire, mais ne la stoppe pas, notamment pour les petits trous maculaires inférieurs à 300 microns, mais au-delà de 6 mois à 1 an, la récupération stagne. On sait aussi une chose, c'est qu'il faut conseiller un lambeau de taille suffisamment grande pour ne pas risquer qu'il s'invagine rapidement en post-opératoire dans le trou maculaire. Il faut absolument éviter de boucher le trou. C'est complètement, à mon avis, un point essentiel, parce que sinon on peut avoir des atrophies secondaires. La conclusion, elle est simple. Moi, je ne défends aucun Carl Cocher, mais je vous assure, je suis persuadé des choses. Dans mes mains, en tout cas, c'est comme ça. Et tous les opérateurs avec lesquels on a discuté, quand vous faites des flaps, alors je sais que c'est chiant, tout ça, on a des bons résultats, patati patata, ça marche bien. Ouais, mais des fois, on a des patients, ils n'ont pas de fermeture de trou, on sent. Et sur même des petits. Et bien là, vous avez 100%, même pour tous les grands, etc. Et je pense qu'il faut faire le débat. Ce débat quasiment n'existe plus en nord de France, ce qui est étonnant, parce que tout le monde fait des flaps. Le fait de faire un flap systématique pour les petits trous maculaires, c'est pas mis sur la table, mais les gens le font. Et la discussion, elle est ouverte, j'espère vos questions multiples, mais en tout cas, voilà notre présentation. Je vous remercie.